Bonjour. Donc, le sujet de cette session, c'est la souveraineté numérique. Donc, les fintechs africaines à l'épreuve de la souveraineté numérique. Parce que c'est un sujet aujourd'hui qui interpelle beaucoup, en tout cas qui m'interpelle, parce que beaucoup en parlent. Et mon souhait, c'est vraiment que les gens comprennent les contours de la souveraineté numérique et puis les limitations aussi pour nous, en tant qu'Africains d'abord, et puis en tant qu'entrepreneurs, même si la souveraineté est devenue une nécessité. Donc, pour commencer, je vais commencer juste par quelques définitions, mettre le contexte. L'objectif vraiment, c'est de mettre le contexte avant d'aller dans un deuxième temps sur des cas concrets, d'accord, et prendre l'exemple de Victoris, la structure que je dirige. Donc, il y a d'abord cloud souverain, qui est différent de la souveraineté numérique. Donc, un cloud souverain, c'est une solution d'hébergement de données dans laquelle l'ensemble des opérations, de l'infrastructure à la gestion des données, est assuré localement, c'est-à-dire dans le pays. Donc, si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, ça veut dire que l'infrastructure, le data center doit être en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que l'entité qui gère le data center soit exclusivement soumise à la juridiction du pays. Donc, si c'est la Côte d'Ivoire, donc par la Côte d'Ivoire. Et ça, vous allez comprendre plus tard, en fait, avec les slides qui vont venir, pourquoi ça, c'est très important. Vous avez après la souveraineté numérique qui englobe le cloud souverain, mais ce qui ne se limite pas uniquement au cloud. Parce que souvent, quand on parle de souveraineté numérique, généralement, on entend souvent parler de notre propre data center, nos données, etc. Mais ça va au-delà de tout ça. Parce que la souveraineté numérique, ça englobe aussi les messages, les applications qu'on utilise. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup qui utilisent des applications, par exemple, de réseaux sociaux, soit LinkedIn, soit TikTok, et c'est des applications qui collectent beaucoup de données. D'accord? Même si vous avez, par exemple, votre propre data center et que les applications que vous utilisez utilisent des technologies étrangères, là, il ne faut pas dire que vous avez la souveraineté numérique. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que là, c'est la capacité pour un État, une entreprise, un individu de maîtriser ces infrastructures, ces données et ces technologies numériques, c'est-à-dire de façon globale. D'accord? Et donc, ça inclut le cloud souverain. Et pour comprendre en fait ces définitions-là, pourquoi en fait c'était important pour moi de revenir ça, on va aller voir en fait quelques lois, des lois américaines et chinoises qui impactent la souveraineté numérique. Donc, il y a d'abord le principe de l'exterritorialité du droit américain. C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise, même basée au Sénégal, vous utilisez le dollar, ou bien vous avez une filiale entreprise, la loi américaine peut s'appliquer à vous. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux être une start-up Sénégal. Je décide, par exemple, d'avoir mon siège, mon conseil, le siège de l'entreprise aux États-Unis. Bah, toute l'entreprise et ses filiales, en fait, sont soumises au droit américain. Et ça, c'est très, très, très important et on va le comprendre. Donc là, on a quelques lois. Et là, c'est juste un peu de l'historique pour que vous mettez un peu le contexte, pour qu'on comprenne, en fait, les enjeux de la souveraineté numérique. Donc, vous avez le Patriot Act en 2001. On se souvient sans doute, en tout cas pour beaucoup, des attentats du 11 septembre 2001. À la suite de cet attentat-là, il y avait eu le Patriot Act. C'est-à-dire que les Américains ont mis en place un système de surveillance massive et mondial. Donc, on surveille tout le monde. Donc, ça, c'est les services secrets américains et NSA qui surveillent tout le monde. D'accord? Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Google, Facebook, comme vous voulez, Microsoft, etc., ils ont mis en place un système qui permet, sans le vouloir ou sans le savoir, moi je dirais de connivence même, pour permettre aux Américains de surveiller tout le monde. Donc, tout le monde est surveillé. Et il faut attendre jusqu'en 2008, non, plutôt, je crois que c'est 2015, d'accord, quand il y a eu le problème de Snowden. Snowden, c'était un analyste chez CIA qui a travaillé pour NSA et qui avait collecté beaucoup de données, en fait. Et donc, il avait révélé le scandale de ces écoutes-là. Et ce qu'on a pu voir, en fait, dans ces écoutes, c'est-à-dire que les Américains, non seulement ils surveillaient tout le monde, mais ils surveillaient aussi leurs propres alliés. Ils surveillaient, par exemple, la ligne téléphonique d'Angela Merkel, qui était à l'époque la chancelière allemande. Ils espionnaient les industriels européens, France, etc. Ils surveillaient en fait des présidents de la République et ça, ils l'utilisaient
comme technologie, en fait, ils passaient par les GAFA, c'est-à-dire Google, Microsoft, etc. Donc, ils avaient accès aux emails. Ils passaient aussi par des câbles sous-marins pour écouter tout le monde, c'est-à-dire les métadatas des téléphones. Donc, vous téléphonez, donc ils ont le début, la durée, etc. Et donc, les gens se sont rendus compte, en fait, que finalement, ces GAFA-là sont complices avec NSA et tout le monde était écouté. Ça a fait un scandale, les gens ont manifesté, etc. Donc, Snowden est parti vivre en Russie. Jusqu'à présent, il a eu la nationalité. Après, à la suite de ça, donc, il y a ce qu'on appelle le USA Freedom Act qui réduit partiellement en fait, ces droits-là. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir en fait comment dirais-je, un espionnage massif, maintenant, c'est cas par cas. C'est-à-dire que les services secrets américains peuvent accéder aux données d'une personne, d'accord, d'une personne, avec aussi l'aide des entreprises américaines. C'est-à-dire que si l'entreprise, comme je disais tout à l'heure, est une entreprise américaine ou bien c'est une entreprise qui a ses intérêts aux États-Unis, donc une filiale, il a l'obligation de faciliter l'accès à des données à la demande. D'accord? Ça veut dire que même si nous, aujourd'hui, on dit, voilà, Google, venez mettre votre cloud au Sénégal, les données de ce cloud-là qui est au Sénégal, les Américains peuvent demander à Google, je veux que les données de Birahim Fall nous soient remontées et vous avez l'obligation de ne pas prévenir Birahim Fall. C'est ce qui, exactement, aujourd'hui, c'est cette loi-là, en fait, qui est en vigueur. D'accord? Après, il y a 2018, il y avait un scandale avec Microsoft, et ça, c'est même plus les services secrets, c'est son tribunal qui avait demandé à Microsoft d'accéder à des données d'email. Microsoft a refusé, donc ça a eu un procès, et finalement, il y a le Cloud Act qui oblige les fournisseurs de cloud US à remettre des données, même stockées à l'étranger. Vous comprenez pourquoi, en fait, en Europe, les gens se battent pour dire on veut notre cloud souverain, au Sénégal, en Afrique de façon générale, parce que même avec les Américains chez vous, vous n'avez pas un cloud souverain. Et ça va même au-delà de tout ça. Parce que ça veut dire que même si vous utilisez en fait le matériel physique, par exemple, dans les data centers, vous avez Cisco, vous avez des fournisseurs d'ordinateurs, on appelle les barres métal. Toutes ces entreprises-là sont soumises soit à des droits américains ou soit à des droits chinois. Et donc, on va passer aussi sur les Chinois, parce qu'aujourd'hui, quand même, les fournisseurs, généralement, c'est américains chinois, en grande partie. Et aussi, eux aussi, il y a ce principe d'extérieur du droit chinois, en fait, un équivalent, qui oblige les entreprises ou filiales chinoises de faciliter l'accès aux données aux autorités. C'est-à-dire que si le gouvernement chinois, en tout cas les services chinois, disent par exemple à Alibaba, même si le cloud est hébergé au Sénégal, nous voulons accéder aux données de président Sall, Alibaba doit le faire sans pour autant en notifier le concerné, c'est-à-dire le président Sall. Et là, vous comprenez pourquoi les Américains, les Européens se battent pour dire qu'ils ne veulent pas de stock chez eux. Sauf qu'ils sont un peu obligés parce que bon, c'est adopté massivement. Vous comprenez pourquoi il y a cette bataille-là des Américains contre Huawei. J'ai un peu de mal à prononcer Huawei. Huawei, je ne sais pas. Vous comprenez? D'accord? Parce que sans doute, eux, ils font la même chose. Et les Chinois aussi, donc là, je vais arriver sur une deuxième partie. Les Chinois, ce qu'ils ont fait aussi, ils ont mis aussi en place, en fait, des lois pour se protéger du Patriot Act, on va dire des lois américaines, c'est-à-dire une forme de souveraineté numérique qui oblige tous ceux qui veulent s'implémenter en France, en Chine, de stocker les données sensibles sur le peuple chinois. Ça, on y reviendra si vous voulez plus tard. Et puis, ils ont aussi une forme de RGPD en Chine. D'accord? Donc, ceci étant dit, donc là, je vais me le mettre en fait en place un peu le contexte pour dire qu'aujourd'hui, pour être souverain, il ne suffit pas d'avoir ton propre data center chez toi, dans ton pays. Vous pouvez avoir votre data center, mais vous n'êtes pas souverain tant que la technologie que vous utilisez ne vous appartient pas. D'accord? Et c'est ça que je voulais en fait mettre en exergue avant d'aller un peu dans les cas concrets. Et donc là, pour mieux expliquer les choses, donc j'ai mis en place ce qu'on appelle une échelle de la souveraineté numérique. Et donc, on va voir les étapes, en fait, les différents niveaux que vous avez on va dire, dans le cloud. Et donc, les premiers niveaux, c'est l'infrastructure physique, c'est-à-dire les data centers, les serveurs, vous avez les routeurs, l'électricité, etc. Et c'est ce qu'on a généralement dans certains pays en Afrique. Donc, je parle le cas du Sénégal, ils ont un data center, ils ont en fait cette infrastructure physique, et puis ils ont aussi un autre niveau. Donc, si un État, par exemple, moi, en tant que FinTech, je dis, OK, au-dessus de cette
level là, c'est-à-dire l'infrastructure physique des data centers au Sénégal, je viens construire mon application, qui est une application souveraine, alors on peut dire qu'on a une souveraineté élevée. D'accord? Mais je précise, si les serveurs qui sont utilisés, les routeurs, tout appartient à des entreprises qui ont des intérêts, par exemple, aux États-Unis, ces entreprises ont l'obligation de coopérer avec les services secrets américains à la demande. Donc, à ce niveau-là, on ne peut pas parler de souveraineté, même si le data center est au Sénégal. Et donc, on voit récemment, l'État du Sénégal était parti aux États-Unis, ils ont visité NVIDIA. NVIDIA, c'est américain. Donc, même si on a des calculateurs NVIDIA, NVIDIA est obligé à la demande de coopérer avec les Américains. Donc, le principe de la souveraineté là est remis en cause. Pareil, récemment, ils sont partis en Chine pour discuter. Ils ont discuté avec Alibaba pour avoir un data center, en fait, un cloud au Sénégal. Et c'est le même principe aussi. Donc, au-dessus de cette, des infrastructures physiques, qu'on appelle les barres métal, vous avez la virtualisation, d'accord? Et parmi les technologies aujourd'hui qui sont utilisées, il y a VMware, il y a Microsoft Hypervisor, vous avez aussi, comment dirais-je, Red Hat. Mais toutes ces solutions-là aussi, c'est des solutions étrangères. Donc, quand vous les utilisez, vous utilisez une infrastructure même qui est, admettons, vous fournissez toutes les machines. Donc, en Afrique, on fabrique toutes les machines, les serveurs. Mais si vous utilisez en fait des solutions de virtualisation, qu'on appelle IaaS, qui sont étrangers, alors votre souveraineté est remise en cause par ce niveau-là. Mais si, en fait, ces deux niveaux-là sont fournis par des sociétés africaines, de juridiction africaine, là, on peut dire que vous avez une souveraineté élevée. Et donc, en continuant comme ça, on peut parler aussi au niveau de la certification, d'accord? Donc, tout ce qui est les WAF, etc., si c'est vous qui les fournissez, OK, mais si c'est à l'étranger, à ce niveau aussi, il y a une faille, parce que les données peuvent remonter aux Américains ou aux Chinois, etc. Donc, votre souveraineté est remise en cause. Pareil pour ce qu'on appelle les PaaS-CaaS. CaaS, c'est-à-dire les containerisations ou les PaaS. Donc, c'est des plateformes as a service qu'on utilise. Ça peut être Microsoft Copilot, Microsoft Azure, etc. Même si les trois niveaux-là, les trois premiers niveaux sont en fait souverains, le fait d'utiliser des plateformes as a service qui ne sont pas souverains, parce que là, ils ont accès aux données, donc ça remet en cause votre souveraineté. Et pour terminer, vous pouvez avoir ces quatre premiers niveaux souverains, mais si vous utilisez, par exemple, ChatGPT, aujourd'hui, ChatGPT, c'est vraiment les plus heureux au monde. On leur donne toutes nos données. Donc, dès que vous avez une idée, vous voulez faire un rapport, vous allez dire ChatGPT, etc. Mais il y en a même qui font maintenant du no-code. Je fais une application, je fais tout ça sur ChatGPT. Vous avez Office 366, nos emails, partout avec les Américains. Donc, même si vous avez votre data center qui est chez vous, les données, ils y accèdent. Vous avez des téléphones Android, américain, vous avez un téléphone iPhone américain, vous avez un téléphone chinois, etc. Donc, ils ont accès à vos données. Donc, votre souveraineté, vous ne l'avez plus. Et quand on regarde, en fait, nous, en Afrique, tout ça, on n'en a rien. Donc, on parle de souveraineté, mais tout ça, on n'a rien. On n'a rien. Même si on l'amène chez nous, ce n'est pas nous qui sommes les concepteurs. Donc, les données peuvent aller aux yeux des lois américaines et chinoises, peuvent être remontées dans ces pays-là sans qu'on soit notifié. Et là, je vais vous parler d'un cas concret qui est notre cas, Victoris. Nous, on a fait le choix d'aller chez AWS, Victoris. Donc, tout ça, on fait chez AWS. D'accord. En termes de souveraineté, on est zéro, hein, pour dire les choses. Mais on n'est pas les seuls. Vous voyez, tous les fintechs en Afrique, qui scalent bien, qui marchent bien, pas de problème de disponibilité, généralement, ils sont dans le cloud. D'accord. Et donc, nous, admettons que nous, aujourd'hui, les autres nous disent maintenant, il faut que vous passiez maintenant sur un cloud souverain. D'accord. Et donc, je vais vous dire le coût aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les data centers qu'on a en Afrique, ils ne parlent même pas de cloud, c'est les data centers qu'on a. On a ces deux niveaux-là, l'infrastructure physique, et vous avez aussi la virtualisation. Ils vous donnent des VM. Déjà, ce n'est pas souverain, parce que toute cette infrastructure-là ne nous appartient pas, et ces données peuvent être remontées. Donc, là, mais admettons que ce soit souverain. Donc, ça veut dire qu'en fait, nous, le coût de la souveraineté pour nous, ça va être tout ça. C'est-à-dire qu'il faut que nous, parce que nous, on a une architecture microservice, c'est-à-dire qui tourne sur des, qu'on appelle des CaaS, Container as a Service, et on utilise Kubernetes. Donc, ça veut dire que nous, il faut qu'on vienne, en fait, sur ces VM que nous fournit, par exemple, Sonatel ou peut-être le data center de l'État du Sénégal, même ça peut être en Côte d'Ivoire, on installe tout ce qui est en conteneur. La partie sécurité, il faut que nous, on le gère. D'accord? Et puis, on vient construire nos applications. Ça, c'est un coût.
Rien que l'aspect sécurité aujourd'hui, vous prenez AWS, je ne peux pas vous dire le nombre de certifications qu'ils ont passées. Et donc, nous, quand on vient pour passer, par exemple, la certification PCI DSS, on l'a, on s'occupe juste de la partie applicative. Et toute cette partie infrastructure, la partie IaaS, c'est déjà certifié PCI DSS par AWS. Vous prenez dans la santé aussi, ils ont les certifications qu'il faut. Donc, ils ont pratiquement toutes les certifications qui sont demandées. Donc, nous, c'est facile de travail. Parce que si nous, on devait le faire nous-mêmes, bah, côté accès physique, tout ça, ça demande beaucoup d'investigation, beaucoup de travail. Et même côté sécurité, WAF, tout ça, aujourd'hui, on utilise la WAF de AWS. Si nous, on devait faire notre propre WAF ou même s'appuyer sur d'autres, en fait, des solutions au Sénégal, ça a un coût énorme. Parce qu'on ne peut pas comparer quelqu'un qui a un immeuble d'experts de sécurité qui travaille depuis plus de 20 ans sur l'aspect sécurité. Son chiffre d'affaires, c'est équivalent au budget de la France, à une start-up qui doit développer sa sécurité. Donc, quelque part, nous, on s'est dit, bah, il y a deux choses. Il faut choisir celui qui vous espionne. Soit vous acceptez que ce soit les Américains ou les Chinois qui vous espionnent, soit c'est les hackers qui vous espionnent. Parce que c'est très difficile pour nous, à notre niveau, d'avoir une sécurité élevée avec nos propres moyens. Vous comprenez pourquoi les banques sont très frileuses en Afrique. Au Sénégal, vous allez dans une banque, dans certaines banques, vous arrivez, on vous dit, est-ce que vous avez un PC? Oui, sortez, mettez-le dans le casier. D'accord? Donc ça, c'est le coût de la souveraineté, que je peux dire. Donc, moi, mon avis, en fait, au regard de tout ça, bah, je ne suis pas alarmiste. Je pense que s'il est essentiel aujourd'hui d'avoir une souveraineté, parce que quand on regarde la géopolitique aujourd'hui, ce qui s'est passé en Iran, on est à Kislev qui dit, bon, on va bombarder l'Iran parce que voilà. Vous avez vu aussi récemment le procureur de la Haye qui avait en fait émis un mandat d'arrêt contre, mandat d'arrêt ou je ne sais plus, contre des dirigeants israéliens. La suite, il est interdit d'entrer aux États-Unis. On a demandé à Microsoft de confisquer sa boîte email Microsoft Outlook. Donc, il n'a plus accès à ses emails. Ouais. Donc, quand vous voyez tout ça, vous dites que la souveraineté est devenue en fait quelque chose d'un enjeu important, un enjeu indispensable. Parce que si vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas autonome. Demain, les Américains peuvent dire, bon, le Sénégal, vous êtes une position qui ne nous convient pas. Maintenant, on va dire à tous les entreprises aux États-Unis de ne plus travailler avec le gouvernement sénégalais. Et automatiquement, bah, on n'aura plus accès à nos téléphones. Ça peut arriver, etc., etc. Parce qu'ils l'ont fait aussi avec les Russes. Quand il y a la guerre avec l'Ukraine, Mastercard, Visa, ils avaient l'obligation de ne plus travailler avec les Russes. Donc, les cartes bancaires, vous êtes particulier, vous avez votre carte bancaire Visa, Mastercard, vous ne pouvez plus l'utiliser en Russie. Donc, ça, c'est une nécessité. D'accord? Donc, une infrastructure, data center, réseau, qui n'est pas dépendant du reste du monde, c'est une nécessité. D'accord? Mais cette souveraineté, elle ne peut pas être décrétée. On ne peut pas se lever un jour et dire, ouais, nous, il nous faut la souveraineté. Ça doit se construire progressivement, couche par couche. Et là, je prends l'exemple de beaucoup de pays d'ailleurs, en commençant par la Chine. Pendant longtemps, ce qu'ils ont fait, bah, ils ont demandé aux Européens, OK, vous voulez notre marché, vous pouvez venir, mais vous venez avec un transfert technologique. Ils ont envoyé des Chinois à l'étranger étudier. Et quand ils ont fini, ils ont un programme pour les faire revenir. Et même les scientifiques, jusqu'à présent, ils continuent. Rien qu'hier, je lisais un article où il disait en fait, la Chine proposait jusqu'à 225 000 dollars ou euros en fait de salaire. L'école privée, pas beaucoup d'avantages. Et moi, j'en connais des gens en fait qui ont été approchés sur LinkedIn pour venir travailler en Chine. Moi, c'était sur la voiture électrique, etc. Et donc, il y a ce programme-là que la Chine a fait. L'Inde a fait venir à un moment donné ses experts qui étaient aux États-Unis. Vous avez le Middle East, c'est-à-dire le Moyen-Orient, les Émirats, Dubaï, etc., l'Arabie Saoudite aujourd'hui, qui fait la même chose. Vous avez beaucoup de compatriotes sénégalais, africains de façon générale, qui sont aujourd'hui à Dubaï ou bien à Riyad, qui travaillent sur des projets innovants, parce que ces pays-là ont dit, si on veut une souveraineté numérique, on est obligé de faire venir des experts. C'est-à-dire, la souveraineté ne peut pas se construire en affrontement, en s'isolant, en disant, bon, on va tout faire nous-mêmes. On n'a pas la capacité aujourd'hui de le faire en Afrique, c'est la réalité. On n'a pas cette compétence-là. D'accord, quoi qu'on puisse dire. On a besoin de ces technologies étrangères. Donc, il faut coopérer avec ces pays-là, faire venir cette technologie, faire venir des experts, et avec la compétence locale, on construit petit à petit la souveraineté. D'accord? Et donc, pour cela, comme j'ai dit, il faut des choix politiques, industriels. Il faut industrialiser l'Afrique. En Europe, il parle de réindustrialisation parce qu'il l'était à un moment donné. Donc, ça veut dire qu'il faut que nous, on sache faire des ordinateurs, on sache
faire des applications, par exemple, équivalent de Office 365 de Microsoft Outlook, mais qui sont interopérables. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez des entreprises ou l'État qui utilisent Outlook Gmail. Si demain, nous, on vient avec une solution aussi en Afrique de l'Ouest, par exemple, la zone peut-être UOMA, il faudrait que la solution qu'on amène puisse être compatible avec les autres solutions. Comme ça, la migration va être simple et puis on commence à éduquer nos administrateurs, les administrés à utiliser des solutions. Et je donne un cas typique. En Allemagne et même en France, il y a des mairies qui commencent aujourd'hui à bannir Microsoft Outlook et ils utilisent des solutions locales. Et il y a par exemple une des solutions, c'est Hexagonal. Et cette solution-là, elle permet de remplacer toute cette suite-là de Microsoft, les emails, les messages instantanés et tant d'autres. Mais ça, c'est une volonté politique parce qu'en France, ils ont par exemple, je crois que c'est France 2030, où ils ont financé des startups pour développer cette activité-là, pour aller vers cette souveraineté numérique. Et donc, il faut qu'on fasse la même chose. Il nous faut de l'argent, avoir une vision long terme. D'accord? Il faut aussi proposer ce qu'on appelle des alternatives crédibles. Aujourd'hui, moi, nous, on est chez AWS. Si demain, on va aller chez Sonatel au Sénégal ou peut-être MTN, etc. Et quand on arrive, on leur dit on veut une solution qui est scalable. Parce que nous, il faut savoir une chose. Peut-être 361 jours dans l'année, on a besoin peut-être de 10 VM uniquement. Mais peut-être pour 10 jours, en fait, je parle de moins, c'est-à-dire pour quelques heures, on a besoin peut-être de 15 VM parce qu'il y arrive des jours où peut-être vous avez des clients qui utilisent massivement notre solution. Vous avez parfois aussi des attaques, des DOS qui arrivent, ça on les voit. Mais quand ces attaques-là arrivent ou quand il y a peut-être des clients qui utilisent massivement notre solution, il faudrait que la solution reste toujours disponible. Et donc, ce qu'on fait, on a mis en place ce qu'on appelle en fait une solution qui permet de scaler automatiquement. Dès qu'il y a une forte demande, on alloue automatiquement plus de VM et on gère en fait la surcharge en attendant de voir pourquoi on a cette surcharge-là, s'il y a des choses à régler, on le règle. Et ça, les clouds nous le permettent. Mais si moi, je dois aller sur Sonatel, on me dit, pour avoir 10 VM, je dois écrire dans un fichier Excel, je veux 10 VM, et que maintenant, le jour où j'ai une attaque, je dois écrire Sonatel pour qu'il me réponde dans une semaine, pendant une semaine, notre solution n'est pas utilisable. Donc, on ne peut pas prendre ce risque-là. D'accord? Et ce que je dis là est arrivé récemment à Seneweb, parce que, bon, je ne peux pas en dire parce qu'ils l'ont publié. Ils avaient des attaques DDoS et c'est devenu pratiquement inaccessible. Donc, je ne sais pas où ils sont hébergés, mais voilà, c'est une réalité qui arrive là. Et en plus de ça, souvent, les solutions qu'on propose ici sont beaucoup plus chères. Donc, ils vous font une facture pour des VM. Le mois, vous faites votre calcul, ça vous revient beaucoup moins cher si vous allez en fait dans le cloud, vous avez plus de services, vous avez en fait de meilleures performances et c'est moins cher. Donc, si on veut pousser les gens à venir dans le cloud souverain, il faut proposer des prix compétitifs, proposer en fait une vraie solution de cloud, d'accord? Les gens puissent depuis leur poste réserver des machines, commencer à utiliser. Fort heureusement, il y a des startups aujourd'hui en Afrique de l'Ouest qui commencent à utiliser des solutions en s'appuyant en fait sur ces partenaires-là. Il y a aussi Sonatel qui est en train de mettre en place le Wavelength. Je trouve que c'est une bonne chose. Donc, même si ce n'est pas souverain à 100%, mais c'est une très bonne chose. C'est-à-dire que les données sont stockées chez nous. Donc, ça appartient à Sonatel, qui est une entité sénégalaise. D'accord? Par contre, tout ce qui est computing, c'est géré par AWS. Et donc, je pense qu'il faut aller dans cette alternative-là. Donc, on parle en fait de gouvernance locale des données et des services critiques. Et donc, récemment, le gouvernement sénégalais est allé en Chine. Bon, ils ont dit qu'ils ont discuté avec Alibaba. Je pense que c'est une bonne chose. Même si moi, je suis pour la souveraineté, on ne peut pas venir nous faire notre propre souveraineté parce qu'on n'a pas les moyens. Donc, il faut trouver en fait un partenaire. Mais dans ce partenariat, ce qu'il faut dire, peut-être, c'est Alibaba, OK, les données, ça, c'est nos machines, ça nous appartient à nous, d'accord? Et tout le reste, c'est vous. On peut sur le modèle en fait de AOS, le Wavelength avec Sonatel. Et comme ça, au moins, ces données-là nous appartiennent. Si l'État chinois va accéder à ces données, Alibaba, je n'ai pas accès à ces données-là parce que ça ne nous appartient pas. Ça nous protège, au moins. Et donc, une chose pour moi aussi est importante, c'est-à-dire une souveraineté absolue, ça n'existe pas. Il ne faut pas aller dans l'affrontement. On l'a vu avec les États-Unis, tout puissants qu'ils ont. Aujourd'hui, ils sont très embêtés avec TikTok parce que la population américaine utilise massivement TikTok. Ils utilisent des sites comme AliExpress, donc, et puis il y a un autre, je crois, si j'ai oublié le nom, qui est un concurrent de AliExpress, pour faire leur shopping. Ils disent, au nom de la souveraineté, on va arrêter TikTok,
bah, il y a un mécontentement intérieur et puis ça peut affecter aussi leur économie. D'ailleurs, ils l'ont fait et il est très vite sorti en fait de cette de cette guerre avec la Chine, notre cher Trump. Donc ça veut dire qu'une autonomie, souveraineté absolue, ça n'existe pas. Les Européens n'ont pas réussi, personne n'a, même la Chine. Il y a une interdépendance entre les pays parce qu'on est dans un monde interconnecté. Mais ce qu'il faut, en fait, il faut être réaliste, c'est-à-dire avoir une souveraineté stratégique. C'est-à-dire pouvoir s'assurer que nos données critiques, nos services critiques, d'accord, restent sous notre giron, c'est-à-dire restent souverains. Par exemple, des données de santé qui sont très sensibles, d'accord, notre savoir-faire industriel, par exemple, c'est de s'assurer que ces données-là ne peuvent pas aller à l'étranger. Mais d'autres données qui ne sont pas moins sensibles, je pense qu'on ne doit pas être dans, dans une exigence absolue de souveraineté pour ce type de données-là. Parce que si on le fait, ça va aussi à l'encontre du développement économique. Et aujourd'hui, ce que l'Afrique a besoin de se développer. Tous ces pays aujourd'hui qui commencent à arriver à cette souveraineté en fait réaliste l'ont fait d'abord au prix d'une coopération avec des pays qui étaient à développer. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Et on ne peut pas parler de souveraineté numérique sans maîtriser les fondements, les fondations technologiques. Et aujourd'hui, je pense que ce que nous devons faire, nous en Afrique, s'assurer, avoir des bonnes écoles, former des ingénieurs, des scientifiques. Aujourd'hui, la Chine est le pays qui fournit, en fait, qui forme le plus d'ingénieurs. Nous devons faire la même chose, faire venir les compétences. Et avec ça, on prépare la souveraineté peut-être à l'aune de 2050. Là, il faut qu'on soit intelligent et ne pas aussi se frustrer dès qu'on voit qu'un État est allé négocier avec un État étranger pour dire que voilà, on fait venir une technologie, etc. Parce qu'on a besoin de ces technologies-là, malheureusement, pour avancer. Merci à vous et j'essaie de faire 30 minutes pour vous laisser 15 minutes pour les questions, si vous en avez. Merci. Oui, j'ai une question, je la lis. Comment éviter les sanctions quand 75% des clouds utilisés par des fintechs sont américains, alors que le RGPD exige un stockage UE? Oui. Aujourd'hui, en fait, l'Europe est très embêtée par ça. Parce que si vous vous rappelez, en fait, il y avait même un accord qu'on appelle le Private Shield qui permettait aux entités américaines de pouvoir stocker les données européennes aux États-Unis. Mais il y a une action en justice qui a été entreprise et qui a fait, en fait, capoter tout ça. Parce que la justice européenne, quand elle s'est prononcée, elle a dit on n'a aucune garantie que les entreprises américaines, à cause du Patriot Act et du Cloud Act, que les données des Européens peuvent être surveillées selon en fait les exigences de la RGPD. Parce que la RGPD dit que en tant que particulier, j'ai accès à mes données. Je peux à tout moment demander à un fournisseur, par exemple comme Facebook, bah, où est-ce que mes données sont stockées. Je peux aussi fermer mon compte. Je peux savoir quelles données vous disposez. D'accord? Et que j'ai le contrôle sur mes données. Ce qui n'est pas le cas avec les lois américaines. Parce que moi, NSA peut dire, OK, Facebook, donnez-moi les données d'un tel citoyen européen et vous avez l'obligation de ne pas le notifier. Donc aujourd'hui, cette loi-là n'est pas respectée. On essaie de fermer les yeux parce que, bon, si les Européens appliquent des sanctions rigoureuses, bah, les Américains vont répliquer. Mais, comment dirais-je, les Américains vont répliquer. Mais n'empêche, l'Europe toujours continue quand même à veiller à cela, à parfois appliquer des sanctions. Ils le font parfois. Mais nous, en Afrique, aujourd'hui, on n'a pas ces moyens en fait, de contre-pouvoir contre les Américains. On l'a vu au Nigeria récemment avec WhatsApp, quand ils ont voulu faire une amende, bah, WhatsApp a dit, bah, dans ce cas, je me retire. Imaginez le Mali qui dit à WhatsApp ou Google, bon, vous devez respecter telle réglementation. Bah, Google va dire, OK, d'accord, bah, je quitte chez vous. Vous voyez? Donc, on a besoin de ces infrastructures américaines parce qu'on n'a pas en fait des solutions crédibles de remplacement. Et que moi, je ne voudrais pas qu'il y ait des sanctions contre des fintechs qui utilisent cela. Et ça, c'est vraiment la mauvaise idée. C'est-à-dire que si aujourd'hui, nous, en Afrique, on dit
on oblige même les fintechs à dire, vous devez stocker les données, toutes vos données. Ici, par exemple, le Sénégal dit la même chose, Côte d'Ivoire dit la même chose, Mali dit la même chose. Alors, dans quel pays on va stocker les données? Est-ce qu'on va stocker les données dans ces trois pays-là? Donc, il ne faudrait pas aller dans cette logique-là de sanctions. Je pense qu'aujourd'hui, il faut d'abord apporter une alternative et après, on encourage. Voilà. Donc, je dis que RGTP, c'est plutôt l'Europe aussi. Ouais. Ah, donc, oui, effectivement, la question était claire. J'ai une autre question de Thiem. Aujourd'hui, les fintechs veulent innover vite, mais elles doivent aussi penser à long terme. Où sont stockées mes données? Qui contrôle mes flux? L'IA et le cloud ne doivent pas être des boîtes noires, mais des outils sous contrôle. Oui, bah, malheureusement, la réalité est qu'aujourd'hui, vous prenez pratiquement tous les fintechs, hein, ils ont des données qui sont stockées dans le cloud. Parce que quand vous êtes fintech, vous gérez de l'argent et vous êtes plus subi, vous subissez plus en fait les attaques. Donc, vous avez besoin d'une structure qui est robuste. D'accord? Vous pouvez le faire vous, chez vous, mais ça va vous coûter très cher et vous êtes aussi plus exposé que quelqu'un qui a déployé ces solutions dans le cloud. Et malheureusement, aujourd'hui, l'option qu'a fait les géants américains, soit Google, ChatGPT, ils ont opté en fait pour une IA centralisée. Ils pouvaient développer des IA décentralisées, c'est-à-dire on prend des données, on les entraîne, d'accord, on entraîne nos modèles. Une fois que les modèles sont entraînés, maintenant, on permet à chaque État, à des grandes entreprises, d'utiliser des chips NVIDIA, en fait, des microchips. D'ailleurs, NVIDIA est en train de développer ça, pour que ces entreprises-là puissent avoir leur propre solution IA en local et avoir leurs données en local. Mais ils ne le font pas parce qu'une raison simple, Google vit grâce à des données. S'il n'y a pas de données, Google est mort. ChatGPT, s'il n'y a pas de données, ils n'ont pas de données à jour. D'ailleurs, aujourd'hui, vous voyez, au début, quand ils ont commencé, ils n'étaient pas performants sur l'actualité parce qu'ils n'ont pas de données récentes. Maintenant, aujourd'hui, on leur donne des données récentes, donc ils en ont besoin. Donc, ils ne vont jamais mettre en place des IA décentralisées. D'accord? Donc, nous, aujourd'hui, on va aller très vite. Donc, voilà, ça, c'est le souhait des fintechs. On n'a pas aussi les moyens pour financer, comment dirais-je, certains choix, c'est-à-dire le choix de stocker les données en local. Donc, on est obligé de prendre des données, des solutions existantes, mais on fait attention à ce qu'on fait. C'est-à-dire on essaye de stocker juste le strict minimum. C'est-à-dire que vous voulez faire, par exemple, un paiement, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de votre nom, peut-être email. Et ça, je ne pensais pas que ça, c'est des données sensibles. Et bien, on stocke ces données-là. Donc, toute donnée qui n'est pas utile au paiement ne doit pas être stockée. D'accord. Et je pense qu'il faut aller dans cette logique-là. Et en parallèle, comme je dis, il faut que nos États aient l'ambition d'avoir une vraie souveraineté numérique et que le moment venu, bah, on fera le switch vers des clouds souverains. Faut-il bannir toute IA générative, ChatGPT, dans les fintechs à cause des fuites de données? Oui, c'est une très bonne question. Même les deux présentes questions aussi, hein, c'est vraiment de très bonnes questions. C'est très difficile en fait de répondre parce qu'aujourd'hui, avec ChatGPT, quand même, on est bien aidé parce que je prends par exemple l'exemple, je parle toujours, que ce soit des fintechs, par exemple, la question des fintechs. Quand vous démarrez en tant que startup, vous n'avez pas tous les moyens. Donc, si vous devez recruter tout le personnel qu'il vous faut, ça va vous coûter très cher. Ça va ralentir votre croissance. Donc, vous appuyez en fait sur ChatGPT pour vous aider sur des choses qui ne sont pas votre cœur de métier. D'accord? Des choses qui ne sont pas votre cœur de métier, ça vous aide. Mais de notre côté aussi, l'utilisation abusive de ChatGPT, surtout quand c'est des données sensibles, moi, je ne le recommande pas. Parce que, aussi, je donne un exemple. Il y en a aujourd'hui qui font du low-code ou du no-code. C'est-à-dire, même le code qu'ils génèrent, au lieu de le faire, d'avoir la maîtrise de ce code, ils vont utiliser des outils pour générer le code. C'est très bien, vous êtes content. Mais demain, ces outils-là peuvent être peut-être, le Sénégal, peut-être, je donne un exemple, peut-être sous embargo. Maintenant, on vous dit, vous ne pouvez plus utiliser ces solutions-là. Vous n'avez pas la maîtrise de votre solution. Vous faites un déploiement avec ces solutions. Il y a un problème, parce que l'IA aussi peut se tromper. Vous n'avez pas la maîtrise de votre solution. Donc, utiliser l'IA générative, certes, oui, parce que malheureusement, ce qu'il nous offre est tellement précieux qu'on ne peut pas s'en passer, mais on doit être prudent de ne pas donner toutes nos données. Donc, il faut de la prudence. Ouais. Et aussi, essayer aussi d'investir
dans ce qu'on appelle de l'IA décentralisée. Faire de sorte que, bon, on utilise dans des projets open source, on essaie d'utiliser ces projets-là pour que les données restent chez nous. Ça, je pense qu'il faudrait des projets comme ça pour aller dans ce sens-là. J'ai peut-être une question, moi, personnelle. Où il y a peut-être des questions, peut-être, de la part du public. J'ai une question par rapport à Lydia. Je vais te la poser. Comment Lydia concilie-t-elle innovation et souveraineté avec son modèle hybride qui est cloud, public et on-premise? Juste pour être honnête avec toi, c'est quoi Lydia? Je ne connais pas. Lydia, c'est un moyen de paiement entre particuliers. Et ils sont basés où? Ils sont basés en France. C'est une société française. Ah, d'accord. Okay, d'accord. Donc, OK, il concilie innovation et souvent avec son modèle hybride cloud, public, on-premise. Oui, moi, je connais des sociétés parce que j'ai travaillé aussi sur ce sujet-là en France pour une entreprise qui était dans la signature numérique. Et on devait signer des documents qui sont très sensibles, en fait, la solution. En tout cas, pour les grandes entreprises qu'on targetait, ils avaient des documents sensibles. Par exemple, vous avez un contrat qui vaut des milliards. Vous n'avez pas envie que ça se retrouve dans le cloud. Parfois, tu as des contrats qui sont confidentiels parce qu'il y a peut-être des bonus, des choses comme ça dedans. On n'aimerait pas que ce soit disponible dans le cloud. Donc, ils ont besoin d'une solution on-premise. D'accord? Et sur ce modèle-là, public on-premise aussi, il y a EDF en France et beaucoup de banques en fait qui le font. Et ce qu'ils font, c'est que tout ce qui est computing ou tout ce qui n'est pas en fait sensible, on le dédie au cloud public. Par contre, tout ce qui est stockage de données, d'accord, ils le dédient à leur cloud on-premise, le stockage de données. Et même parfois, ils peuvent dire, même pour le computing, il y en a, ils ne font même pas confiance au cloud public, d'accord, ils disent, bah, même pour le computing, quand c'est très sensible, on ne le fait pas au niveau du cloud public. Et donc, on fait tout chez nous, dans notre propre data center, et on s'assure que ces données-là, comment dirais-je, ne sont pas, comment dirais-je, ne sont pas accessibles. Mais même quand vous avez, par exemple, vos données qui circulent dans le cloud public, ces données-là sont accessibles. Donc, ce qu'ils font, c'est que toutes ces données sont chiffrées, mais les clés de cryptage ne sont pas des clés de cryptage du cloud. Parce que, par exemple, Google ou Amazon, par exemple, Amazon utilise KMS, donc des clés de cryptage que vous pouvez utiliser. Sauf que si vous utilisez ces clés-là, donc eux, ils ont les clés pour décrypter votre message. En tout cas, ils peuvent, même si en théorie, ils disent qu'ils ne le font pas. D'accord? Mais à la demande, on ne sait jamais. Donc, du coup, même les clés de cryptage, vous les avez en local. D'accord? Et toutes ces données qui transitent entre les services, vous les cryptez avec vos solutions locales, d'accord, en local, et ce qui fait que, voilà, ça limite vraiment la fuite. Donc, ça, c'est quelque chose qui est possible de le faire quand vous avez vraiment des données qui sont hyper sensibles. Mais les données du paiement, moi, je suis plutôt sur notre approche. Quand vous faites du paiement, pour moi, il faut aller dans l'autre approche pour dire, je prends que ce qui est nécessaire. Aujourd'hui, moi, je compte au Sénégal, pour le paiement, ils utilisent le numéro de téléphone. La question est, est-ce que le numéro de téléphone est quelque chose de sensible? Moi, j'ai tendance à dire que ce n'est pas sensible quand vous êtes une personne publique, quand vous êtes une autorité peut-être, mais sinon, non. Pour tout le reste de la carte bancaire, on obéit à des règles, donc c'est chiffré. Donc, dans le paiement, à mon avis, on doit faire de sorte qu'on ne pas prendre des données sensibles. On n'a pas besoin forcément de prendre l'adresse de la personne, où est-ce qu'il habite, etc. Juste le strict nécessaire pour qu'on ne fournisse pas trop de données au cloud public. Après, si on va aller plus loin, bien évidemment, on peut avoir son propre cloud on-premise, mais ça a un coût. Et si, par exemple, cette société-là est capable de financer ce coût-là, oui, pourquoi pas. Mais nous, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas les moyens, pour dire vrai. Et aussi, peut-être en profiter pour dire aussi, une des raisons pourquoi on choisit aussi d'aller dans le cadre public, il y a aussi ce qu'on appelle la disponibilité. D'accord? Donc, on a parlé du scaling. Donc, je vais répondre après cette contrainte. Mais il y a aussi la disponibilité.
Sinon, après, je reviens à ce que je voulais dire. Je vais dire ce que je veux dire là et puis je reviens vite fait sur la question. La disponibilité. Par exemple, moi, si nous, on stocke nos données dans un data center au Mali ou au Burkina Faso, d'accord? S'il y a une panne dans ce data center-là, notre application n'est plus disponible. Alors, si on le met chez AWS, nous, nos services, par exemple, tournent sur 2 data centers. Donc, sans coût, certes, parce que les données cross data center, on les paye. Mais si jamais, par exemple, même s'il y avait un séisme dans un des data centers, nos services continuent de tourner parce que les services sont répartis sur au minimum 2 data centers. Et cette haute disponibilité-là, on ne l'a pas quand vous êtes juste dans un data center. OK. Donc, vous voulez rajouter ça, surtout quand on est dans les fintech où on a besoin de la haute disponibilité tout le temps. Parce que votre solution est utilisée tout le temps. Et je peux revenir à la question. Oui, je vous remercie beaucoup pour la question. Il y avait une question qui était posée, je n'ai pas vu. Oui, c'est ça. Une fintech peut-elle vraiment se protéger contre les cyberattaques si ces données transitent par des infrastructures étrangères? Oui, bon, on peut se protéger contre les cyberattaques parce que, en fait, les cyberattaques, ce n'est pas les gouvernements qui le font, pas généralement. Voilà, en fait, ça dépend de ce que vous appelez cyberattaque. Donc, ça pour aller faire du scam, voler l'argent des gens. Souvent, ce n'est pas les États qui le font. Les États, ce n'est pas ça qui les intéresse. Pas les Américains, ils ont l'argent. Hein. Voilà, ils ont le trésor public. S'ils veulent imprimer de dollars, ils peuvent le faire. Donc, passer par des infrastructures étrangères, j'ai même tendance à dire, si on considère infrastructure étrangère, si c'est le cloud public, parce que c'est des Américains, j'ai même tendance à dire que vous avez plus de sécurité avec ces infrastructures-là, parce qu'ils ont battu une expérience sur plusieurs années, des vingtaines d'années. Et aujourd'hui, ils hébergent les plus grandes entreprises. Vous avez Uber, vous avez Stripe, etc. Et la liste est longue. Et donc, ils ont cette expérience-là. Donc, en utilisant leur solution, on est plus protégé que si nous, on utilise notre propre infrastructure parce qu'on n'a pas cette expérience-là, on n'a pas les moyens. Ils investissent des centaines de milliards dans leur cloud. Ça, c'est même le budget de tout l'UEMOA, même tout le budget de l'UEMOA, je ne pense pas que c'est équivalent aux investissements des GAFAM par an. Donc, voilà. C'était une super démo. Je te remercie beaucoup. Maintenant, alors, je vais juste te dire en fait aux personnes qui écoutent qu'il y a une étude à remplir par rapport à l'intervention de Birahim, qui est celle-ci. Et Birahim, je vais te laisser le mot de la fin et il te reste 1 minute pour conclure. Merci pour la journée du cloud, le cloud facile. Je pense que ces initiatives-là sont très bien. Le partage d'informations, c'est quelque chose que je pense qu'il faut valoriser parce que la compétence africaine, il y en a partout dans le monde. Et ces occasions-là, c'est aussi une opportunité pour qu'on échange avec le reste du monde. Et je vous encourage vraiment à aller dans ce sens-là. Et j'encourage aussi les gens qui viennent ce samedi-là pour nous écouter, parce que ça veut dire qu'ils ont une passion du métier. Et sans doute, s'il y a des experts en fait, qui sont là, qui nous écoutent, qui ont quelque chose à partager. Mais n'attendez pas qu'on vienne vous chercher. L'Afrique nous appartient, nous tous. C'est un devoir, c'est une obligation pour nous de développer notre Afrique. Moi, j'ai fait ce choix de revenir au Sénégal parce que je pense que je ne peux plus supporter qu'on reste sous-développé alors que le reste du monde se développe. C'est un sentiment de honte, en fait, que de voir, nous, l'Afrique, rester toujours derrière. Donc, bravo à tout le monde d'être là et il faut entreprendre. Merci. Birahim, président. Non, non, pas la politique. Non, je plaisante. Je te remercie beaucoup et je remercie aussi beaucoup le public et merci pour ta super session. Je vous dis tout au revoir. Au revoir.